est une arme qui a beaucoup évolué, tant pour s'adapter à la guerre qu'au gré des découvertes scientifiques et techniques. Aucune arme n'a autant changé la guerre avant l'arme nucléaire. Cette arme destructrice est connue du monde entier, mais cela n'a pas toujours été le cas. Le canon a tout d'abord été une arme peu connue du peuple. Elle était surprenante et insolite, au fonctionnement aléatoire. Puis elle a pris de l'ampleur, notamment dans les armées napoléoniennes, avant d'être glorifiée par la Première Guerre mondiale, où elle s'est révélée mortellement efficace. Entre le XIIIe et le début du XXe siècle, le canon a subi beaucoup de modifications. Il a connu une période mystérieuse, une montée en puissance et enfin une apogée. C'est pourquoi nous nous demanderons en quoi les évolutions du canon européen, passées du stade insolite à aléatoire et enfin prévisible, ont-elles obligé une évolution de la guerre. Au Moyen-Âge, le canon est nouveau et surprend la guerre de l'époque basée sur la prise de place forte, le château fort. Le canon est une arme expérimentale et très instable. Les ingénieurs de l'époque expérimentent divers modèles de canon insolites. Le canon mobile, qui deviendra par la suite le canon de campagne, finit par s'imposer. Au XVIIIe et au XIXe siècle, le canon reste une arme aléatoire qui tire par rebond. Cette arme destructrice aux multiples facettes, mitraille, boulet enchaîné, boulet brûlant, devient le centre des armées et une arme pour l'élite. Le canon de campagne est l'arme clé des guerres napoléoniennes. Les militaires de l'époque ont lutté contre le côté aléatoire de l'arme, notamment avec le système Griboval. Durant la Première Guerre mondiale, le canon devient une arme de plus en plus précise. Les calculs de trajectoire sont maîtrisés, les artilleurs compétents, les outils de mesure se démocratisent. Le canon augmente sa portée et sa précision, comme la Grosswerta, le Pariser Kanonen. Le canon s'adapte à la guerre de position, et l'importante consommation d'obus des canons lourds nécessite une industrie performante et une production de masse. L'évolution du canon est le résultat du combat de l'homme face au hasard. Le canon est apparu en Europe comme une arme insolite et surprenante. Elle apparaissait aux yeux des simples soldats comme une arme quasiment magique. En effet, cette arme utilise une invention chinoise, qui est passée par le Moyen-Orient, puis par l'Empire byzantin avant d'arriver en Europe. Le canon est donc une arme utilisant une poudre chargée de mystère. La poudre apparaît entre le 5e et le 9e siècle en fonction des historiens. Avec l'apparition de la poudre, le chimiste, jusque-là cantonné aux fabrications de poisons dans l'armée, prend une grande importance. Les premières poudres sont composées de soufre, de salpêtre et de charbon. Elles s'enflamment facilement et produisent de fortes déflagrations. A cette époque, la poudre européenne est identique à la poudre asiatique, mais est utilisée comme arme et non comme simple artifice. Les historiens admettent que la poudre a été trouvée par accident. En effet, les premiers textes parlant de la poudre en parlent comme un mélange dangereux, à éviter. La première mention de la formule de la composition de la poudre est contenue dans un traité militaire de 1044, le Wu Ching Yao, qui donne la formule suivante. Salpêtre 75%, charbon 14% et sulfure environ 10%. La poudre est utilisée à des fins religieuses, ce qui va augmenter la maîtrise de cette composition instable. Après le XIe siècle, les premières grenades font leur apparition, et au XIIe, les premiers fusils à bambou. Ces fusils sont aussi dangereux pour leurs utilisateurs que pour les personnes visées. Au XIVe et au XVe siècle, la poudre était composée de 8 masses. 6 masses de salpêtre, 75%, pour une masse de soufre et une masse de carbone, respectivement 12%. Mais ultérieurement, on trouve des compositions variables selon les usages. La poudre contient une grande quantité de salpêtre, qui a un goût très salé. Il est donc utilisé par les soldats pour conserver la nourriture. La poudre de guerre est obtenue par le mélange de deux éléments très combustibles, le soufre et le charbon, avec un corps très oxydant, le salpêtre. Le charbon est le principal facteur de qualité de la poudre. Les meilleures poudres sont obtenues à partir de peupliers, d'aulnes ou de tilleuls. Le charbon est obtenu par distillation entre 350 et 300 degrés, et les composants sont moulus en poudre très fine et mélangés de façon homogène. Les moulins à billes servant à cette opération étaient isolés afin d'éviter tout risque d'accident. Cette poudre est très sensible à la pluie et à l'humidité en général. La combustion se compose d'une réaction chimique. L'équation de la combustion de la poudre est la suivante.
La réaction s'effectue entre deux nitrates de potassium qui réagissent avec 3 atomes de carbone et 1 atome de soufre. Cette réaction libère beaucoup de gaz, ce qui rend la poudre explosive. Les résidus solides sont appelés calmites. La poudre est une oxydoréduction. L'oxydant est le nitrate de potassium qui va alimenter les combustibles en oxygène, ce qui permet de brûler même avec une faible quantité de dioxygène atmosphérique. C'est le principe de l'oxydoréduction. Cette oxydoréduction est effectuée par un transfert d'électrons entre un oxydant et un réducteur. Le réducteur va libérer des électrons qui vont être captés par l'oxydant, qui va alors à son tour relâcher de l'oxygène qui va alimenter le réducteur. La thermodynamicité, ou explosion, est la transformation très rapide d'une matière en une autre, ayant un volume beaucoup plus important. Plus la transformation tend vers l'instantané, plus la surpression sera importante. La matière cherche alors un équilibre avec la pression atmosphérique. Tout explosif est composé de combustible et de comburant. Dans le cadre de la poudre, le comburant est le nitrate de potassium qui va alimenter les combustibles que sont le soufre et le carbone. Cette réaction produit une grande quantité de gaz qui provoque une élévation de la pression et par conséquent une explosion. Lors d'une combustion dans un endroit clos, l'espace est constant et restreint. La combustion de la poudre va générer des gaz qui, en s'ajoutant aux gaz déjà présents, vont permettre une élévation de la pression. Le but du jet de projectile est d'envoyer sur une distance plus ou moins longue un boulet. Pour cela, il faut un tube ouvert d'un côté et clos de l'autre. On y introduit la poudre noire, on la tasse, puis on introduit le projectile. On met feu à la poudre en augmentant la température du tube qui, confiné par le boulet, va produire quasiment instantanément une grande quantité de gaz sous pression. Les gaz vont exercer une pression sur toutes les parois. Le boulet est alors projeté dans le tube, puis dans une direction donnée par le tube. Il reste au fond du tube des calmites. Le canon est une arme instable et expérimentale. Elle cause des morts tant du côté des artilleurs que du côté des cibles. Cependant, c'est une arme destructrice. Elle surprend la guerre de l'époque basée sur la prise de places fortes, les châteaux forts, et elle révolutionne l'artillerie. Le château de pierre fait son apparition au XIe siècle en Europe et représente le pouvoir du noble sur le peuple. C'est un lieu de pouvoir et un ouvrage défensif extrêmement efficace. Malgré la redécouverte de l'art du siège romain au XIIe siècle, les châteaux restent très difficiles à prendre et les sièges durent parfois des années. De nombreuses techniques de siège font leur apparition mais manquent pour la plupart d'efficacité. Elles tombent en désuétude dès lors que le canon fait son apparition au XIVe siècle. Aucune fortification ne résiste durablement aux bombardes, coulevrines et autres canons de l'époque. La poudre et le canon ont ainsi condamné le château dit militaire. Jusqu'au XVe siècle, le boulet standard est en pierre. Il sert donc à impressionner ou à détruire les petits ouvrages défensifs. Le boulet de pierre se fracasse contre les murs épais des châteaux forts, sans leur causer de dégâts sérieux. Cependant, avec l'arrivée du boulet de fer au XVe siècle, les canons peuvent désormais créer des brèches ou détruire les plus gros ouvrages de maçonnerie, tels les donjons ou les portes principales. Les sièges sont alors beaucoup plus courts et se résument parfois en quelques semaines. Le canon est une arme coûteuse, il est donc utilisable uniquement par l'élite, tels les ducs ou les rois. Il fait peur aux ennemis et galvanise les alliés. Ainsi, lors des premiers sièges, les canons tiraient à blanc de nuit pour terroriser les assiégés, à défaut de pouvoir leur causer de sérieux dégâts. Le canon a une portée bien plus faible que la catapulte ou le trébuchet, mais bénéficie d'une cadence de tir 6 à 10 fois supérieure à ces derniers. Les seigneurs voient leur château détruit à coups de boulets par les rois et les ducs, se disputant le territoire français. Le château n'est plus un ouvrage de puissance militaire, mais un ouvrage de luxe et d'exhibition. Sous Charles VII, les châteaux deviennent des résidences raffinées. Les châteaux ont été pris de court par cette arme venue d'Orient, qui s'est montrée destructrice sur cette place forte de pierre. À la fin du XVe siècle, les premiers châteaux adaptés au canon font leur apparition, mais la plupart de ces antiques places fortes ont été détruites en un siècle de guerre incessante. Le canon est avant tout une arme instable et expérimentale, et les alchimistes de l'époque se sont donnés à cœur joie dans l'expérimentation du canon. Nous pourrons citer entre autres le ribaudequin, apparu au XIVe siècle. Il réunit sur un même châssis un certain nombre de petits canons. Il s'agit d'une sorte de mitrailleuse primitive très peu maniable, et possédant une cadence de tir catastrophique. On surnomme cette arme l'orgue de guerre. Il fonctionnait environ 2 fois sur 3. Il est utilisé pour la première fois durant la guerre de 100 ans par Édouard III d'Angleterre en 1339 en France. Ces armes possédaient 12 tubes et tiraient des salves de 12 balles.
Les États italiens utilisent une version de 9, puis durant la guerre des Deux Roses, les Lancaster et les Plantagenets s'entretuent à l'aide de ribaudecquins de 17 canons. Mais le record est détenu par Étienne III de Moldavie en 1475 et attesté par les textes de Marcin Bielski comme une pièce de 100 canons fonctionnels. Un autre prototype intéressant est le tank de Léonard de Vinci. La forme est très moderne puisqu'il s'agit d'une carrosserie au flanc incliné afin de faire ricocher les projectiles ennemis. La propulsion, pendant le combat, aurait été assurée par des manivelles actionnées par des hommes à l'intérieur. Il nous a laissé 2 croquis du véhicule, jamais réalisés faute de moyens techniques adaptés. Le canon au Moyen-Âge est donc un prototype instable mais destructeur. Il est le responsable de la disparition des châteaux forts militaires en Europe. En 300 ans de pratique, le canon s'est stabilisé et est devenu une arme importante en Europe. Les ingénieurs européens, portés par la Renaissance, ont décliné les prototypes moyenâgeux en fusils et en canons de campagne. Cette arme s'est démocratisée et occupe désormais une place centrale dans les champs de bataille. Au XIXe siècle, dans les armées napoléoniennes, le canon est devenu une pièce maîtresse, souvent décisive dans la bataille. Napoléon, qui était un officier d'artillerie, a fait sa renommée grâce à la prise de Toulon en 1793 par ses artilleurs. Il stoppera la révolte des royalistes avec ces mêmes canons qu'il disposera de manière stratégique dans les rues de Paris. Dès le début de la Révolution, 2 pièces sont attribuées à chacun des bataillons de la garde nationale. De plus, conscient de l'importance de cette arme, Napoléon augmentera le nombre de pièces d'artillerie dans son armée au cours du temps. Durant cette période, de nombreuses avancées techniques ont permis une lutte de l'artillerie face à l'aléatoire. Jean-Baptiste Vaquet de Gribeauval est un officier et ingénieur du XVIIIe qui va révolutionner l'artillerie française. La Grande Armée fut efficace grâce à ses avancées techniques sur les canons. Avant le système Gribeauval, le monde de l'artillerie n'était pas réglementé, ce qui le rendait aléatoire. L'efficacité du système Gribeauval se traduit par l'organisation et la standardisation de l'artillerie. Gribeauval, de 1764 jusqu'à sa mort, va concevoir un système permettant d'organiser l'artillerie. Son système englobe du canon de campagne, à l'obusier, au mortier, mais aussi le réapprovisionnement, les chariots et le transport de matériel. Le système Gribeauval est organisé en 4 différents services. Campagne, siège, place et côte. Chaque service répond à un besoin précis, avec des armes et outils adaptés à la situation. Le système Gribeauval est aussi caractérisé par la recherche d'une qualité de fabrication de matériaux, dimensionnement détaillé, plan et standardisation des pièces afin de permettre un remplacement rapide et efficace des pièces usagées et de standardiser la production. Gribeauval instaurera aussi une standardisation des calibres. Ces calibres étaient au nombre de 4, les canons de 12, de 8, de 6 et de 4 livres. Cela représente le poids des différents projectiles. Cette régularité du projectile permettait une moins grande erreur de précision lors des tirs. De plus, le système Gribeauval permettait surtout une grande mobilité, avec des canons légers pouvant être tirés par des chevaux, voire par des hommes. Cette lutte contre l'aléatoire va aussi être menée par Napoléon. En 1803, alors qu'il est premier consul, il simplifiera le système Gribeauval en limitant le nombre de calibres. Cette simplification du canon va faciliter les approvisionnements et la répartition de l'artillerie.
L'armée gardera donc le canon de 12 livres pour leur grande portée et les canons de 6 livres, plus maniables et plus utilisés par les armées européennes, ce qui permet un réapprovisionnement sur les butins de guerre. De plus, les boulets et les canons français étaient d'un calibre légèrement plus grand, ce qui permettait aux Français d'utiliser les boulets ennemis, mais ne permettait pas aux ennemis d'utiliser les leurs. On peut donc dire que le système Gribeauval, réformé par Napoléon, est une lutte contre l'aléatoire pour améliorer l'efficacité et le rendement du monde de l'artillerie. Le processus de rechargement du canon est très précis. Après chaque tir, la pièce est ramenée en avant car elle a reculé. Le canon est mis à l'horizontale. On nettoie ensuite l'intérieur du canon avec un écouvillon imbibé d'eau et de vinaigre, pendant qu'un autre servant bouche la lumière. Cette étape permet d'éteindre d'éventuelles braises qui feraient exploser le canon lorsqu'on réintroduirait la poudre. On pointe le canon dans la direction voulue, puis on introduit une charge de poudre. Ensuite, on pose les cartouches contenant de la poudre et le boulet. Pendant cette phase et la précédente, un homme bouche la lumière avec un gantelet en cuir pour éviter un éventuel apport d'oxygène qui pourrait réanimer les braises. On vient ensuite percer la cartouche avec une tige métallique introduite par la lumière. On introduit l'étoupille, une amorce qui permet la mise à feu. Ensuite, on met le feu à la poudre par l'étoupille avec un lance-feu. Cela crée une explosion et par la pression dégagée, le projectile est tiré. Il est à noter que sur un champ de bataille, ces canons pouvaient tirer 2 à 4 coups par minute. Mais il fallait faire attention, car plus la cadence de tir est élevée, plus le canon chauffe. Il fallait, pour le refroidir, l'arroser. Cependant, cela dépendait du champ de bataille, car il fallait une source d'eau à proximité. L'autre solution consistait à le laisser refroidir avec le temps, ce qui était un réel désavantage lors d'une bataille. Le canon dans cette période est une pièce maîtresse de l'armée, souvent décisive dans les batailles. Napoléon augmentera le nombre de pièces d'artillerie dans son armée au cours du temps. En effet, durant la campagne d'Italie, la Grande Armée disposait d'1,5 canon pour 1000 hommes, puis de 2 canons pour 1000 hommes en 1807, et enfin de 3 pièces pour 1000 hommes en 1812. Il a donc multiplié par 2 le nombre de canons dans l'artillerie française. L'artillerie française est caractérisée par 3 points forts. Premièrement, sa mobilité. Deuxièmement, sa proximité des soldats. Et troisièmement, la qualité de ses artilleurs. En effet, ils étaient formés dans les grandes écoles telles Polytechnique. La mobilité tactique de l'artillerie tient à ses batteries à cheval surnommées artillerie volante. 9 compagnies d'artillerie à cheval sont créées en 1790. Elles deviennent une pièce maîtresse de la supériorité française dans la campagne sur les champs de bataille grâce à leur mobilité, leur souplesse, leur réactivité et leur esprit offensif. Elles acquièrent leur indépendance le 7 février 1994 sous le nom d'artillerie légère mobile. Lors des batailles, certaines manœuvres nécessitent plus la force des hommes que celle des chevaux. Dans le cas où un tir doit être rectifié, le canon est redressé à l'aide de cordes. L'artillerie côtière française devait être extrêmement efficace. En effet, elle avait face à elle la première puissance maritime mondiale, la Royal Navy, la flotte anglaise. Pour se défendre face aux ennemis, l'Empire en 1813 avait disposé sur les côtes plus de 23 500 canons. On trouvait sur ces côtes tout type de canons car l'artillerie côtière ne bougeait pas et n'était pas souvent réquisitionnée, ce qui explique aussi le fait qu'on ne trouvait pas les meilleurs artilleurs sur les côtes. L'artillerie de place servait à défendre les places fortes. Elle était similaire à l'artillerie des côtes par les canons utilisés, mais on les utilisait à des fins différentes, et on y apportait certaines modifications, par exemple en les surélevant par rapport à la muraille pour une meilleure précision. L'artillerie de siège était composée d'obusiers, qui étaient appréciés par le fait qu'ils tiraient en courbe, ce qui permettait d'atteindre les ennemis derrière les remparts. On y trouvait également les mortiers capables de tirer à plus de 1600 mètres, ce qui permettait de propulser des boulets de plusieurs kilos.
le canon a continué son évolution au gré des découvertes scientifiques. Avec la guerre de 1870 est né le canon de siège lourd capable de détruire des forts imposants et fixes. Mais c'est avec la Première Guerre mondiale que le canon lourd va connaître son âge d'or. La Première Guerre mondiale est une guerre qui dépasse en termes de chiffres toutes les guerres antérieures. 60 millions de soldats, 9 millions de morts, 20 millions de blessés, c'est une guerre de masse. La Première Guerre mondiale prend sa source dans l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie par les nationalistes serbes. S'ensuivit un jeu d'alliances qui déboucha sur un conflit qui opposa les empires européens à travers le monde. Nous nous intéresserons ici plus particulièrement au conflit franco-allemand, continuité des tensions franco-allemandes perdues depuis la guerre franco-prussienne de 1870. Le front de l'Ouest s'est rapidement enlisé dans une guerre de position, couramment appelée guerre de tranchées. L'artillerie a dû nécessairement suivre les évolutions de la guerre et s'est donc adaptée à la guerre de tranchées. Au début de la Première Guerre mondiale, la France est surtout dotée de canons de 75 mm, très bons canons de campagne par leur légèreté et leur mobilité. Mais le reste de l'artillerie était composé de pièces obsolètes, notamment au niveau de l'artillerie lourde. L'armée allemande envahissait la France selon le plan Schlieffen-Moltke, qui prévoyait de prendre des places fortes. Elle possédait donc une artillerie lourde efficace. En 1914, la France ne possédait que 104 canons lourds de 155 mm. Elle fut donc obligée de changer d'artillerie et de produire de nouveaux canons. Elle lança ses ingénieurs et ses usines à plein régime. Ainsi, elle possédait 6722 canons lourds en 1918. Dès 1915, une course à la démesure est lancée du côté allemand et du côté français. Les canons français vont jusqu'à 400 mm et les canons allemands 420. Ces canons de plusieurs dizaines de tonnes étaient montés sur rails. Il était en effet impossible de les déplacer autrement. Ces canons étaient indispensables à la prise de fort tel que celui de Verdun. Les canons de 520 mm furent fabriqués, mais ils ne participèrent pas au conflit à cause de leur masse trop importante. 65 tonnes. Il était impossible de les emmener sur le champ de bataille. Ainsi, pour défendre les tranchées, il fut nécessaire d'utiliser des canons puissants, tirant presque à la verticale. Les Allemands furent les premiers à développer ce genre d'armes, juste avant la guerre de 14-18. Du côté français, l'armée exhuma des anciens canons vieux de 50 ans, conçus pour tirer des bouées en fonte. L'artillerie demande de plus un nombre important d'obus. Durant l'offensive du Chemin des Dames, l'armée française a utilisé 19 millions d'obus. Il faut de plus produire des pièces et cela nécessite d'importantes usines, comme celle de Krups ou de Skoda. Le renouvellement constant des pièces et des obus oblige les nations engagées dans le conflit à maintenir une industrie forte et constante. La guerre ne peut désormais plus se concevoir sans l'artillerie. La production de masse est ainsi nécessaire à l'utilisation de l'artillerie. Aussi, l'économie de réserve, qui était l'économie de guerre du 19e siècle, disparaît en grande partie à cause de l'artillerie. Et ce n'est plus le pays ayant l'armée la plus nombreuse qui gagne, mais le pays étant capable de maintenir l'économie et l'industrie la plus forte, comme nous l'ont prouvé les États-Unis avec la Seconde Guerre mondiale. Pour approvisionner l'artillerie, de grandes inventions du 19e, telles que le chemin de fer, sont utilisées. Les lignes d'approvisionnement deviennent aussi cruciales et leur contrôle est l'un des points clés de la guerre. Couper celle de l'ennemi et maintenir les siennes constitue désormais une partie importante de la stratégie militaire. Parisener canonneux, appelé à tort Grosse Bertha par les Français, désignait le canon qui en 1918 tirait sur Paris à plus de 120 km de distance. Le Parisener canonneux a été conçu par l'ingénieur Rosenberg et fabriqué par le sidérurgiste Krupp à Essen et par Skoda. Pour compenser l'usure, le diamètre des 65 obus qu'un tube tirait allait croissant. Une fois ces 65 obus tirés, le tube était remplacé. On estime qu'environ 7 tubes étaient fabriqués pour le Pariser canonneux. La Grosse Bertha est constituée d'un tube d'une longueur de 34 mètres. Séparé en deux parties d'égale longueur, vissées l'une à l'autre. Un tube rayé classique, d'un calibre initial de 380 mm, chemisé à 210 mm et prolongé par un tube lisse du même calibre de 210 mm, aubané comme un pont pour éviter le fléchissement. Elle possède une chambre de tir de 5 mètres de long, pour un poids total de 750 tonnes, dont 175 pour le tube. Le poids maximum du projectile était de 125 kg. La charge propulsive se situait entre 150 et 200 kg en fonction de la distance de Paris. La vitesse moyenne du projectile était d'environ de 1500 à 1600 mètres par seconde. Le développement du Pariser canonneux a commencé dès 1914. En effet, les Allemands voulaient un canon capable d'atteindre Londres depuis les côtes françaises. Cependant, il ne fut prêt qu'en 1918 et fut utilisé pour bombarder Paris depuis les lignes allemandes.
Lorsqu'en mars 1918, les premiers obus sont tirés contre Paris, les Français croient à un bombardement aérien. Malgré les contre-mesures allemandes pour protéger le canon, les Français réussissent assez rapidement à le localiser. Le 24 mars, l'aviation française bombarde le site du tir, blessant et tuant le personnel allemand. Le 3 mai, un obus éclate dans un tube, détruisant une pièce et forçant l'arrêt jusqu'au 27 mai. Les tirs ne purent reprendre que le 11 juin. Sur 400 obus tirés, 367 tombèrent sur Paris et sa banlieue, causant 256 morts et 620 blessés. L'événement le plus tragique est la chute d'un obus sur l'église Saint-Gervais en plein office, causant 91 morts. Cependant, les tirs sur Paris n'ont pas provoqué la panique escomptée par les Allemands, l'opération fut donc un échec. Les tirs se déroulaient uniquement par temps couvert pour empêcher tout repérage par l'aviation. Autour des sites de tir, des unités d'artillerie avaient été déployées pour tirer en même temps que les canons de Paris, afin d'empêcher tout repérage par les SRS, sections de repérage par le son. Les tirs pouvaient être espacés de 5 à 15 minutes. Malheureusement, les Allemands ont fait le maximum pour ne laisser aucune trace des canons de Paris. En effet, dès l'avancée française, les Allemands ont rapatrié les canons de Paris afin de les fondre et ensuite brûler l'intégralité des documents concernant ces canons. La totalité des personnes ayant travaillé sur le Pariser Kanonen fut mise au secret sous peine de prison. Le Pariser Kanonen fut capable d'atteindre Paris à 120 km de distance avec une précision de 91%. Cette portée fut un tel exploit que les Allemands détruirent tous les documents liés à ce canon. On peut cependant se demander comment un tel exploit fut possible. Nous nous intéresserons donc à la trajectoire du projectile lancé par le Pariser Kanonen une fois à l'extérieur du tube. Tout d'abord, dans le cas d'un projectile de densité très supérieure à l'air et d'une altitude restant inférieure au rayon de la planète, le projectile n'entre donc pas en orbite, et si de plus les variations de densité de l'atmosphère sont faibles, la trajectoire d'un projectile peut se modéliser par une parabole, et elle peut donc s'exprimer comme la courbe représentative dans un repère OXY d'une fonction polynôme de degré 2. En effet, une fois sa propulsion terminée, un corps n'est soumis, hormis les frottements de l'air que l'on néglige, qu'à son poids. Cependant, les frottements de l'air, pour un projectile lancé à grande vitesse, constituent une force qui fait varier de manière importante la trajectoire du projectile. Ainsi, on obtient par le calcul, pour la trajectoire du Pariser Kanonen, une portée théorique de 228 km, alors que la portée réelle est plus ou moins 120 km, portée déjà importante pour un tel canon. C'est pourtant sa trajectoire qui a permis au Pariser Kanonen de toucher Paris. En effet, avec un angle de 52 degrés, alors que l'angle pour lequel la portée est maximale est théoriquement 45 degrés, l'obus lancé passe en haute atmosphère, où l'air raréfié offre moins de résistance au projectile et donc le freine moins. En effet, la densité et donc la force d'opposition de l'air diminue avec l'altitude. L'air, bien que d'une densité largement inférieure à celle de l'eau, près de 800 fois, se comporte également comme un fluide et s'oppose au mouvement. Plusieurs forces s'opposent donc à un objet en mouvement dans un fluide tel que l'air. Une force de traînée, parallèle au mouvement, une force de dérive, perpendiculaire au mouvement, et enfin une force de portance, qui est elle aussi perpendiculaire au mouvement. Ces forces dépendent des propriétés du milieu dans lequel évolue le projectile, mais aussi des propriétés du projectile en lui-même, telles que sa forme. Ainsi, une sphère est plus aérodynamique qu'un cube, par exemple. Ainsi, dans le cas d'un objet dont la forme reste sensiblement la même, il peut être intéressant de jouer sur les propriétés du milieu. C'est ce qu'avaient bien compris les ingénieurs allemands, qui ont tiré leur obus avec un angle suffisant pour qu'il passe à une altitude assez élevée pour que la densité de l'air varie et diminue. Ainsi, nous pouvons dire que grâce aux progrès scientifiques et techniques tels que la mécanique newtonienne ou encore les principes de l'aérodynamique, l'artillerie est devenue une arme plus prévisible, capable de toucher des cibles relativement précises. Mais les modèles utilisés ne décrivent pas parfaitement la réalité, et ainsi la trajectoire d'un projectile comporte toujours des éléments imprévisibles tels que le vent d'altitude par exemple. Ainsi, la trajectoire d'un projectile comporte encore et toujours des éléments aléatoires, même si elle est devenue beaucoup plus prévisible. Après la Première Guerre mondiale, le canon est adapté sur les tanks. Il a ainsi connu un renouveau. Cependant, la Deuxième Guerre mondiale a vu le développement de l'aviation, et ainsi le canon a perdu sa fonction de bombardement lourd. Les Allemands, attachés à cette arme, ont cependant continué d'en produire. En un demi-millénaire d'histoire, le canon et la poudre ont changé la guerre et le monde. La maîtrise de cette arme a permis aux Européens de conquérir la planète. Elle est passée du stade de prototype à celui d'une arme précise et meurtrière. Le canon sert aujourd'hui dans l'étude scientifique des trajectoires. Cette arme est aussi utilisée dans un projet nippo-américain visant à mettre des satellites en orbite à moindre coût.
Il devrait servir en 2018 au lancement du projet Hayabusa 2. Ce vieux militaire a donc maintenant une retraite dans le civil, la recherche.